Salut les yokai, j'espère que la première partie de la vidéo sur les Ghibli vous aura plu parce que là on s'attaque à mon top 5 de mes chouchous qui, je dois bien l'avouer, changent souvent d'ordre suivant mon humeur. On va s'attaquer à des films qui nous ont servi tout un florilège de personnages féminins caractériels, ce qui nous a pas mal changé des princesses Disney, pour le plus grand bonheur de certains et pour la plus grande surprise pour les autres. Pour ma part, les films que je vais vous présenter reflètent tous des personnages féminins qui m'ont donné une partie d'elles pour que je sois celle que je suis aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire miroiter plus longtemps et on est reparti pour un second tour. Numéro 5, le château dans le ciel. Dans le ciel, caché parmi les nuages, se trouve un royaume légendaire nommé Laputa. Au périple de sa vie, Chita possède une pierre qui pourrait l'y conduire. Pazu, un jeune garçon issu d'une cité minière, va l'aider à échapper aux pirates de l'air ainsi qu'à l'armée. S'engage alors dans une fabuleuse aventure. Pour une première réalisation, Hayao Miyazaki a réuni dans cette œuvre tous les éléments d'un grand film d'aventure. De l'action, du spectacle, de l'humour, de la féerie et des émotions qui sont maniées avec un savoir-faire bien inégalé. C'est un film que j'ai découvert tardivement en même temps que Le vent se lève. Je le trouve très beau dans l'ensemble et le fait de créer des personnages féminins et du caractère, je dois l'avouer, c'est hyper plaisant. Numéro 4, le château ambulant. Une jeune femme de 18 ans nommée Sophie travaille chaque jour et sans relâche dans la chapellerie de son défunt papa. Se rendant à l'hôtel où travaille sa jeune sœur, elle fait la rencontre du beau et charismatique mais bien mystérieux magicien Oro. Mais elle est suivie par les hommes de main de la sorcière des Landes. Jalouse de sa jeunesse, elle lui lance alors un sort qui la transforme en une jeune femme de 90 ans. Sophie s'enfuit dans la montagne mais croise sur la route le château errant du fameux Oro. Commence alors un voyage extraordinaire. Il faut savoir que ce film est adapté du roman de Diana Jones. L'univers est foisonnant et riche de plans panoramiques féeriques. Hayao Miyazaki présente ici un film déroutant dû à la complexité de la situation de notre héroïne. Dans un premier temps, le film reçoit un accueil très mitigé, mais cela ne l'empêchera pas de battre des records d'affluence semaine après semaine. Honnêtement, c'est un film que je recommande beaucoup. Cherchez mes mots, mais c'était ça. Numéro 3, Princesse Mononoke. L'histoire se déroule durant le XVe siècle où l'on rencontre le jeune Ashitaka qui reçoit une malédiction mortelle et est donc obligé de quitter son village natal pour pouvoir se guérir. Témoin impuissant de la guerre cruelle entre civilisation et nature, sans le vouloir, il se retrouve mêlé à cette querelle. Il rencontrera une certaine Eboshi, femme chef d'un clan de forgerons qui se bat contre la jeune femme nommée San, élevée par Moro, la déesse mère Louve. Il devra faire en sorte de mettre un terme à cette lune acharnée, ce qui d'une manière ou d'une autre changera à jamais le monde. Ici, Princesse Mononoke est une ode à l'écologie, et non, je ne mâche pas mes mots. La nature est ici élevée au rang de diété, c'est-à-dire que la nature n'est pas là pour obéir aux humains ni à les servir, elle a sa propre identité et sa force, ce qui dans le film montre qu'elle peut être aussi effrayante que destructrice, comme dans notre réalité. Et puis, on a de sacrés méchants dans cette œuvre. On prend par exemple Dame Eboshi. Bon, c'est pas innocente au niveau écolo, mais je trouve que c'est une méchante qui a de la classe. Ce n'est pas une défenseuse de la nature, mais en fait, si elle est en guerre contre celle-ci, c'est pour protéger les femmes de son village contre la barbarie humaine. Les deux personnages principaux, Ashitaka, il se fait voler la place par San, ce qui est dommage pour lui,
sont mis plus en avant et plus en relief et plus en profondeur que les autres personnages qui auraient un statut à peu près similaire chez Disney. Et ce n'est que justice, ce long métrage est un prodige dépourvu de richesse inépuisable et d'une gravité sans précédent. Numéro 2, le voyage de Chihiro. Une petite fille japonaise de 10 ans se retrouve livrée à elle-même dans le monde des dieux, des yokai et des monstres, dont le seul but étant de délivrer ses parents victimes d'un sort lancé par une sorcière propriétaire des mains publiques. Pour rendre ce maléfice, Chihiro deviendra saine et commencera à travailler pour la terrible Yubaba. Parviendra-t-elle à sauver ses parents et à rentrer chez elle, ou devra-t-elle rester à jamais dans ce monde étrange et fantastique? Ce film a reçu un énorme succès, au Japon comme en France. C'est avant tout un conte rempli de poésie et d'imagination, où le merveilleux côtoie aussi la psychologie et l'espoir. Ce film nous donne une certaine moralité à la fin. Dans la vie, il faut s'accrocher et ne pas perdre courage. Le film porte aussi un doigt accusateur sur notre société. Je m'explique. Si l'on devait comparer notre monde à celui de l'établissement des bains, eh bien vous avez devant vos yeux une projection du monde du travail et de la société moderne. La gérante Yubaba est une vieille femme tyrannique et vénale dont l'argent et le profit l'intéressent 1000 fois plus que de savoir si ses employés vont bien. Si vous n'avez pas fait attention, il y a certains personnages qui sont réduits au rang d'esclavage et montrent peu d'évolution dans notre société. On nous montre aussi un sans-visage, un personnage énigmatique qui pense pouvoir tout tâcher. En se heurtant à Chihiro, qui refuse ses avances, il se met en colère noire, dévorant tout ce qui se trouve sur son passage. Il reflète ici une personne souffrante d'hyperconsommation. Ces personnes-là dévorent tout sans connaître la fin afin d'apaiser son insatisfaction et son besoin de vouloir toujours plus, le rendant ainsi plus vain mais aussi plus fou. Un autre personnage souffre aussi de cette maladie, il s'agit de Bo, le fils de Yubaba. Ce bébé géant, ou poupon comment vous voulez l'interpréter, incarne à la perfection cet enfant prince à qui on sait de tout, ce qui finalement le rendrait plus comme un monstre que comme quelqu'un d'humain. Cependant, ce film reste une œuvre universelle. La mise en scène touche tout type de personnes, que ce soit la vue panoramique des bains, la course-poursuite du dragon et des personnages en papier, ou encore celle du train, ce qui révèle un talent encore jamais inexploité chez Miyazaki. Pour beaucoup de spectateurs, cette scène a provoqué un sentiment très très fort, mais la bande-son de Miyazaki y contribue pour beaucoup. Elle est simple, modeste et nostalgique, ce qui reflète en fait avec sincérité notre cher Chihiro. Numéro 1, Mon voisin Totoro. Satsuki et Mai Kusakabe sont deux sœurs qui viennent s'installer à la campagne dans une nouvelle maison avec leur papa afin de se rapprocher de leur maman hospitalisée dans le village voisin. Lors d'une de leurs nombreuses sorties, diurnes comme nocturnes, elles sont amenées à rencontrer l'esprit protecteur et discret de la grande forêt proche de leur maison. Mai le renomme Totoro comme dans son livre d'images. La magie de la nature et des lieux sacrés les aideront à surmonter les nombreuses crises familiales sur le moment. Histoire simple et touchante, Mon voisin Totoro est un conte moderne où la nature a droit à son hymne, que ce soit dans ses décors, sa signification d'une époque pas si lointaine qu'est la nôtre. On remarque une certaine ressemblance avec notre Alice au Pays des Merveilles. Le Chabus fait référence à celui de Chester ou encore la chute de Mai dans le puits de l'arbre menant au repère de Totoro est presque similaire à celle d'Alice avec le lapin blanc. Ces deux héroïnes rentrent facilement et arrivent à s'en sortir du monde imaginaire. Totoro est devenue l'œuvre la plus emblématique de Miyazaki, mais aussi celle des studios Ghibli. C'est donc un film qui s'appuie sur une trame scénaristique simple, mais d'une richesse et d'une profondeur inouïe. Sans appuyer lourdement sur ses influences, ses références, sa mise en scène, Miyazaki crée un véritable bijou du cinéma, une ode universelle à l'enfance et à sa magie, qui convient, je dois le dire, à tous les âges. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Je ne vous cache pas que ça a été très dur de faire ce petit top 5. J'ai hésité longuement sur les 3 derniers, car comme dit en allemand, ils changent très souvent d'ordre suivant mes humeurs. Alors pourquoi on aime tant les Ghibli? Est-ce que au moins vous êtes posé cette question? Je crois avoir la réponse, mais ça reste tout de même une théorie. Après, vous en faites si tu vous en chante. En numéro 1, les histoires de Miyazaki sont plus profondes et originales que toutes celles qu'on a pu voir chez les Disney ou les Pixar réunis. Que ce soit sur l'écologie, les relations parents-enfants ou encore l'estime de soi, les histoires les plus enfantines en fait sont plus subtiles.
Tout n'est pas tout blanc ni tout noir, et de plus, certaines histoires nous montrent des icônes féminins qui ne sont pas définies par une icône masculine. En deuxième point, en fait, il n'y a pas de méchants à tuer ou sont presque inexistants, mais s'il y en a, ils sont mis quand même plus en relief au même statut que les personnages principaux. En numéro 3, nous avons des icônes féminins qui sont intemporels. Si je vous demande de me citer des personnages tout confondus dans les Ghibli, vous allez d'abord me donner les personnages féminins et après ceux masculins qui vous reviendront par la suite, voire pas du tout. Dans chaque film, on a le droit à une héroïne indépendante avec un caractère bien trempé qui ont leur propre identité et objectif. De plus, nous n'avons pas droit à des personnages avec une taille de guêpe, Eh ben non, on a même droit à des femmes toutes fripées, voire laides, en passant par des petites filles normales et pas squelettiques. En numéro 4, il n'y a pas de diktat de la chanson. Bon, à part le générique de début et de fin, mais c'est pour dire quand ça commence et quand ça va finir. Et puis honnêtement, elles nous font ressentir des émotions tantôt joviales et tantôt tristes. Voilà, donc j'espère que ces 4 petites théories expliquées et justifiées vous auront plu. On se retrouve très vite pour une prochaine nuit de manga. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.